Je suis ravi de vous accueillir dans les locaux de l'Université de Bordeaux. Ce sont les locaux historiques. Alors, vous voyez, ils ont été rénovés. Sobriété énergétique, il fait un peu chaud. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Et ce que l'on espère avec BPFT et l'Institut de la Banque et de la Finance, c'est de développer ce type de relations multiples et variées avec notre écosystème. L'université doit à tout prix se rapprocher des entrepreneurs et des organisations qui traitent de ces questions qui sont, me semble-t-il, fondamentales pour l'économie de demain. Et j'espère qu'à la fin de cette soirée, eh bien, d'abord on aura appris à se connaître et puis on aura appris pas mal de choses sur ces questions de NFT. Je laisse la parole à Laurent Babin, qui est avec mes collègues Vincent et Nathalie, les chevilles ouvrières de cette soirée. Et je vous souhaite à tous une excellente conférence. Donc effectivement, on est ravis ce soir de vous retrouver très nombreux. Avec Nathalie, nous allons avoir le plaisir d'animer ces échanges ce soir. Donc, Nathalie est responsable de l'axe de recherche sur le numérique au sein de l'IRGO. Alors l'IRGO, c'est l'Institut de recherche au sein du département de sciences humaines et sociales de l'Université de Bordeaux. Pour ma part, je suis avocat associé au sein d'un cabinet qui s'appelle Redlink Nouvelle-Aquitaine, précisément, puisque nous sommes présents à Bordeaux et à Paris. Et l'Université de Bordeaux, aussi bien que Redlink, sont tous les deux membres d'une association qui s'appelle Bordeaux Place Financière. Alors BPFT, ça sert à quoi? BPFT a une ambition, une vocation, c'est de contribuer au rayonnement des activités financières au service des différents acteurs de notre région, de la métropole et de la région. Alors notre ambition aujourd'hui, elle est assez simple, elle est de démythifier les NFT. Ces nouveaux actifs qui tirent finalement leur possibilité des progrès de la blockchain et des smart contracts, ces fameux contrats d'ailleurs qui ne sont pas si intelligents et pas vraiment contractuels non plus, contrairement à l'anglicisme d'où ils tirent leur nom, mais qui sont pourtant très riches en possibilités. Aujourd'hui, nous allons plutôt donner la parole à des pionniers, certes, mais entrepreneurs et acteurs qui ont déjà, bien sûr, mis les mains dans le cambouis des NFT et voir en quoi ces outils peuvent être un pont entre ces mondes virtuels et notre monde réel. Alors je commence par des propos assez généraux, donc sur la définition même de ce qu'est un NFT, donc en anglais non-fungible token, et donc en français un jeton non fongible. Donc un jeton, c'est une généralisation de ce qui va participer à des transactions, ce que permet la blockchain. On va entrer dans le vif du sujet. Pour la suite de la présentation, je me dois de vous présenter un peu ce qu'est un hash. Alors ça peut sembler impressionnant, c'est assez simple en fait. La meilleure métaphore pour un hash, c'est l'empreinte digitale. Le principe d'un hash, c'est de pouvoir créer une empreinte numérique de n'importe quel document numérique. Donc c'est assez central dans les principes de blockchain, donc de NFT. Ça fait peut-être 5 ans que je parle de blockchain, et c'est toujours cette même question qui revient de l'empreinte écologique. C'est une question extrêmement pertinente et extrêmement importante, et on m'a demandé d'en parler ce soir aussi. En fait, un algorithme de consensus est indispensable pour résoudre le problème de faire émerger le consensus dans un système distribué. C'est un problème d'informatique assez classique, etc. Et donc c'est un problème qui s'applique à la blockchain. Néanmoins, l'enjeu de la consommation est lié au choix de l'algorithme de consensus. Il y a des alternatives à la preuve de travail, et pas directement à la blockchain, et encore moins aux NFT, et encore moins aux crypto-monnaies. À ce titre, la blockchain qui fait le plus tourner les NFT aujourd'hui, qui s'appelle Ethereum, c'est une bonne nouvelle. Depuis septembre, elle est passée à un mode de consensus en preuve d'enjeu, et donc elle a réduit sa consommation énergétique de 99,95%. Donc c'est une bonne nouvelle, donc on voit qu'il y a une progression, etc. Donc voilà, il n'y a pas de fatalité par rapport à ça, et donc voilà, ma conclusion, ça sera, par rapport à la blockchain et aux consommations énergétiques, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors on va faire un petit focus donc sur les usages. Et pour commencer, on pourrait, quand on parle à des gens sérieux comme vous dans le monde, dans votre secteur professionnel, voyez les chiffres, moins 97% sur le marché des NFT depuis janvier. Bon, a priori, on se dit on passe à un autre sujet, on va directement au cocktail et on va gagner du temps. Non, parce que effectivement, les NFT, c'est pas le Titanic, et on va voir que derrière tout l'aspect
hype et buzz qui sont cachés par la vidéo, mais vous avez ces hype et buzz qui vont plutôt être sur les couches hautes de cet iceberg, qui vont plutôt concerner tout ce qui va être collection, cartes. On va voir que en descendant, on va voir la partie utilities et communities, utilitaires et puis communautaires, qui sont des choses qui sont beaucoup plus posées et qui risquent beaucoup plus de durée, mais dont les médias parlent beaucoup moins. Où aujourd'hui, quasiment un Nike virtuel coûte plus cher qu'un Nike physique. Certains Nike physiques vont être vendus avec leur double virtuel, et tout ça, vous allez avoir un NFT qui va vous donner le titre de propriété de ce Nike physique, qu'à terme, on pourra réutiliser. Un des gros problématiques de toutes ces technologies-là, c'est l'interopérabilité. Dans mon jeu vidéo Fortnite, par exemple, ou demain dans mon métaverse préféré, aujourd'hui, si j'ai une paire de Nike dans l'un, ça va être difficile de l'utiliser dans l'autre. Donc il y a un gros enjeu d'interopérabilité pour que tous mes biens virtuels que j'achète, j'aurai mon catalogue de NFT, je puisse les passer d'un environnement à l'autre. Aujourd'hui, on est très très loin de ça. Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses qui sont en train de bouger dans le monde des NFT, qui sont loin de l'aspect buzz, flambée des prix, etc. Là, on est derrière sur des produits qui sont relativement stables au niveau financier. En tous les cas, pas mal de choses à suivre. Bonjour Emilien Leclerc. Bonjour. Vous êtes fondateur de Golden Goals. Exact. Golden Goals qui est la première marketplace NFT dédiée au football. C'est bien ça. Donc la première marketplace dédiée à l'univers du football est basée sur la blockchain Tezos. Nous on y croit parce qu'en fait les clubs construisent en fait leur stratégie NFT, mais moi je pense sincèrement que c'est tout l'univers et l'écosystème du football qui va créer en fait son univers football dans le métaverse. Ses propres actifs numériques, ses propres rencontres, ses propres skills en tant que joueur. Et on va vers un univers où le jeu devient une forme de réalité dans un univers digital. Ok, merci beaucoup. Plaisir. Alors je vais avoir la lourde responsabilité de vous parler de régulation dans un monde où normalement la régulation était bannie, puisqu'on ne va pas revenir sur les concepts de la blockchain en tant que telle, mais au départ c'était un rejet effectivement de tous les tiers de confiance, en ce compris bien évidemment les régulateurs. Voilà. Il y a deux grandes catégories. Aujourd'hui, quand j'achète, c'est soit je suis un consommateur et je dois être soumis aux droits de la consommation, soit je suis un investisseur et je suis soumis aux règles liées à la réglementation financière. Il n'y a pas 50 000 choix aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire que moi, d'un point de vue purement praticienne du droit, je vois beaucoup de projets en fait qui sont dans ce no man's land, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience de vendre et de proposer quelque chose à la vente. Et c'est là où, à mon avis, l'enjeu de demain sur les NFT va se positionner là. C'est que nous n'avons pas aujourd'hui de définition du NFT. Par contre, on a des enveloppes bien claires dans le Code civil, et notamment d'un point de vue consumériste. Et aujourd'hui, si je propose quelque chose à la vente, je suis désolée de vous dire que si vous avez un consommateur en face, vous devez avoir des conditions générales de vente dans votre marketplace, avoir des contrats qui tiennent la route, et bien évidemment, derrière, avoir des factures, peut-être avec de la TVA, etc., pour que les choses soient faites dans les règles. Et c'est un des gros éléments qui, à mon sens, est manquant, on va dire, dans le cadre actuel. Je pense qu'un des moments clés où le grand public a commencé à entendre, et la presse, etc., c'est vraiment emparé du sujet NFT et tout le monde s'est approprié ce sujet. Je crois que c'est quand même au moment de la vente, effectivement, de l'œuvre de Beeple qui a été présentée par Christie's à 69 millions de dollars. C'est, je crois, la troisième œuvre d'art la plus chère de l'histoire des ventes aux enchères. Et en plus vendu par une maison quand même très séculaire. Donc c'était l'entrée fracassante des NFT dans le monde, notre monde à nous, quoi, j'ai envie de dire.
Faut savoir que l'art numérique existe depuis les années 60 en gros, mais qu'il avait beaucoup de mal à exister de par l'impossibilité d'avoir une unicité, puisque évidemment c'était des fichiers numériques, des vidéos qui étaient difficilement authentifiables. Et donc la technologie NFT, tout ce qu'on vous a présenté précédemment, vous fait comprendre qu'on peut authentifier un objet numérique et donc de l'art numérique. Et ça a été vraiment un engouement depuis plusieurs années maintenant d'un vrai courant artistique de crypto-art avec des artistes qui font des créations absolument magnifiques. Alors c'est pas que esthétique puisque ça utilise aussi la techno. Et puis il y avait un côté aventureux de se dire rien de tel que de faire une vente pour comprendre comment ça marche, comment on mint, parce que c'est les termes, donc minter, donc c'est créer un NFT et le poster dans la blockchain. Comment on fait tout ça, donc expliquer ça aux artistes aussi, parce que le but, c'est de les accompagner aussi vers cette techno, montrer que les NFT, ça peut être assez simple, on peut rentrer et apprendre à se créer un wallet. Et puis il y a une dimension lobbying aussi, parce que voilà. Ok. Bien, nous allons passer à notre prochain intervenant, donc Clément Berger-Lefranc. Vous êtes le président et le cofondateur d'Ownest, qui propose des solutions de traçabilité NFT blockchain. Depuis le départ, on vous parle de NFT sur ses vocations plutôt en termes de droits. J'ai des droits par rapport à ça. Nous, on a vu le scope des NFT, bien sûr dans cette dimension de droit, d'avoir des droits par rapport à quelque chose, mais aussi dans le cadre de ses obligations. Et donc, globalement, nous, on fait de la traçabilité, du suivi logistique avec la blockchain. C'est-à-dire qu'en gros, on permet de transférer des NFT que personne ne veut avoir puisqu'ils portent la responsabilité du produit qui est transféré. Alors comment ça se passe? C'est très simple. En fait, pour chaque produit physique, on va créer un tracker blockchain de responsabilité. On appelle ça aujourd'hui un NFT. Et à chaque fois que le produit va être transféré physiquement entre deux personnes, eh bien les personnes vont se transférer le NFT de responsabilité. Et donc, quand vous avez n'importe quel acteur sur n'importe quel réseau logistique, qui soit interne ou externe, qui a un seul objectif dans sa tête, c'est d'essayer de refiler la responsabilité d'un produit qu'on lui a refilé lui-même, eh bien, vous avez ces trackers de responsabilité qui se répandent, quel que soit le réseau logistique, quel que soit le parcours, pour chaque produit physique sur l'ensemble du réseau. Et là, vous avez en fait une dynamique assez énorme, où vous avez l'ensemble des acteurs de votre réseau qui contribuent à la certification de l'ensemble de vos pièces, de leur état, de leur statut, quel qu'il soit, quelle que soit la personne sur l'ensemble du réseau. On a commencé sur Bitcoin parce qu'il n'y avait que ça, Ethereum n'existait pas. On a commencé à faire des expérimentations, mais on ne pouvait pas faire des gros volumes. Avec l'arrivée d'Ethereum, en fait, on arrive à être mieux. Et puis on a fait une migration assez récente sur Matic, qui est neutral carbone. Donc on est aujourd'hui dans un système et dans un outil où l'outil en lui-même a un impact, alors négatif, j'aime pas ça, mais au moins zéro par rapport à son utilisation et dans une logique d'excellence par rapport au métier qu'on adresse. Alors on va pouvoir enchaîner du coup sur Tony Stéphan. Vous avez rejoint assez récemment la société Crystal Chain, donc qui est un acteur qui va vraiment se positionner sur la traçabilité de l'ensemble d'une filière, avec là aussi des solutions qui vont permettre aux différentes parties prenantes de venir alimenter cette plateforme, quel que soit leur niveau finalement de digitalisation et évidemment de technicité. Sur la partie traçabilité, nous en fait on intervient sur la partie qualité RSE. C'est la partie réglementaire, donc mettre en conformité au niveau réglementaire les marques, et la partie protection de la marque sur des enjeux de bien-être animal, déforestation et ainsi de suite. Donc en fait on vient mettre autour d'une table tous les acteurs et tous les fournisseurs, et puis en fait en fonction donc, de leur niveau de technologie et de langage, en fait on vient tracer la donnée, donc de la matière première jusqu'au produit fini. Je vais pouvoir en fait restituer de l'information au consommateur. C'est vraiment ça aujourd'hui, c'est qu'en fait on vient tracer, et cette donnée en fait elle sert à la fois pour la marque mais à la fois pour le consommateur. Quand on a préparé cette table ronde, vous m'indiquez que vous étiez en train de travailler ensemble sur un livre blanc qui va,
se positionner justement sur les opportunités des NFT dans le domaine du vin, autour de différents axes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Voilà, donc en fait la WineTech, c'est une association alors, du milieu de la vigne et de la viticulture française. Il y a un livre blanc en fait avec 10 points. Il y a des points sur lesquels nous on va y répondre parce que c'est notre métier, l'innovation, la traçabilité, la blockchainisation. Et puis après il y a des points en fait où d'autres acteurs de la WineTech vont pouvoir mieux y répondre. Le contrôle des prix, la création de collections, donc avec des artistes, on va venir. Et puis nous, là où aussi on est, c'est le contrôle de la contrefaçon. Grâce à la blockchain, on va vraiment faire un certificat d'authenticité. On travaille avec une marque de luxe là-dessus. Bien, je vais vous présenter donc Richard Winkels, qui est un serial entrepreneur et investisseur. Aujourd'hui, il dirige une start-up donc dans la PropTech qui s'appelle Brick et qui a pour but de rendre simple et accessible le marché de l'immobilier locatif. Donc je suis à Lille, les bureaux ici de Brick et WinCity sont à Lille. Alors on est effectivement sur peut-être le plus financier des aspects de la tokenisation immobilière, puisque donc c'est le modèle de partage de revenus et c'est ce que va déclencher la rentabilité qui va offrir un prix, tout simplement. Comment on fait pour l'échanger? Tout simplement, on va sur OpenSea, on échange son NFT parce que je pense qu'il y a des questions qui doivent se poser immédiatement sur la notion de traçabilité. La blockchain, c'est extrêmement transparent, mais aussi extrêmement anonyme. Il y a les deux côtés. Évidemment, qui est détenteur de l'actif immobilier? C'est nous. Et donc, si on doit reverser des revenus identifiés comme des partages de loyers, nous, on doit connaître l'identité des gens à qui on distribue. Donc, on ne distribue pas des tokens de rémunération à des personnes non identifiées. Donc, merci. On va finir par quelque chose qui est assez cohérent par rapport au cocktail qui nous attend très 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 vite maintenant. Et en 2021, vous avez rejoint le monde du vin avec une maison très connue chez nous, effectivement, et au-delà, bien sûr, la maison Bernard Magret. En tant que responsable digital, vous étiez, j'allais dire, aux premières lignes lorsque le groupe, au travers de la marque Château Pape Clément, a décidé de lancer un NFT. C'était il y a très peu de temps, il y a un mois. Parce qu'on a très vite vu que dans le monde du vin, le lien entre ces actifs numériques et le vin était assez naturel. Alors nous, on a voulu se concentrer sur un sujet, sur le sujet de ce côté vraiment donner de la valeur ajoutée, de l'utilité et surtout de la communauté, de créer du lien avec les amateurs du Château Pape Clément. Donc l'idée, c'était de créer une carte de membre via un NFT. Donc l'idée, c'est d'acheter cette carte de membre qui va donner des avantages virtuels et physiques à toute personne faisant partie de ce club du Château Pape Clément. Donc pour vous citer les différents avantages, il y a déjà un avantage physique. Donc il y a un avantage qui est vraiment une bouteille en série limitée du Château Pape Clément 2016 dédiée pour l'occasion avec son coffret unique. Donc on a cet avantage physique. On a aussi un avantage virtuel. On a travaillé avec un artiste qui a créé une œuvre T-Cart, donc une œuvre digitale, qui réinterprète ce millésime en utilisant les nouvelles technologies. Donc c'est une vidéo qui a très exactement 1252 images et qui est une allégorie de la dégustation du Château Pape Clément. Et pourquoi en fiat? Et pourquoi en paiement en carte bleue? Parce qu'on voulait justement ne pas entraver notre clientèle fidèle qui n'est pas forcément crypto-friendly. Et on voulait ouvrir les portes de ce monde à nos fidèles clients, donc nos amateurs de Pape Clément, et leur permettre de vraiment faire partie de ce club à travers un paiement en carte bleue. Eh bien, merci à tous. Merci pour votre patience et votre intérêt, votre écoute et surtout à tous nos intervenants également, y compris Richard à distance. C'est toujours un petit peu plus compliqué, mais la prochaine fois, il viendra nous voir à Bordeaux.